الجلسة نرحب بالجميع. إذا نرحب بجميع الحضور وبزملاء وزميلات في محاضرات اللي فيهم مجموعة كبيرة اللي كانوا أصدقاء وزملاء دراسة. أنا تقديم يعني كبروفيل بتاعي في الأساس التكويني الداخلية وكان الديزاين أركتيكتور انتيريور، ثم كانت المرحلة الثالثة تخصص في التراث ومن ذلك المدارس كتخصص وكعلم. إذا je vais passer à la langue française pour présenter la communication. Donc, la mise à niveau du musée public en Tunisie, l'objectif, c'est de montrer que Femme a deux projets que je vais traiter en tant qu'exemple, à savoir le musée archéologique de Sousse et le musée du patrimoine traditionnel de Jebba. Peut-être si on aura le temps, on peut passer brièvement à voir la dernière intervention relative au musée de Sita. Donc, pour le premier cas d'étude, le musée archéologique de Sousse, on va miser essentiellement sur l'accommodation du rapport trilogique, collection, bâtiment public et le c'est-à-dire les visiteurs. Donc, il s'agit ici de montrer qu'il y a, on parle aujourd'hui d'une innovation muséographique essentiellement de l'architecture et la scénographie muséale en Tunisie. Le deuxième exemple, ça va être le choix muséographique qui en parle réellement aujourd'hui. On peut réaliser qu'il y a une innovation dans le choix muséographique selon la typologie du musée et ses collections et une innovation par rapport au musée de tradition populaire. Donc le plan de juste pour déjà commencer, on va juste voir qu'il y a une certaine, on doit le comprendre, il y a une différence entre la muséographie traditionnelle, et l'actuelle ou la nouvelle muséographie. Donc la muséographie traditionnelle en Tunisie, c'est l'héritage de la période coloniale. Généralement, c'est des réaffectations des anciens bâtiments en musées, dépôts lapidaires dans les régions, et puis c'est perpétué même pour les collections de lithographie. Les musées ATP, ils ont une scénographie assez spécifique à eux qui les a cantonnés un peu dans une manière assez figée dans la représentation des patrimoines traditionnels à travers les reconstitutions des scènes de la vie traditionnelle dans des monuments historiques, des palais ou des églises. Par contre, la nouvelle muséographie, elle a fait son événement en Tunisie vers la fin des années 90. Essentiellement initié par la création du musée archéologique de Chemto, qui était un exemple assez particulier par rapport à la création d'une architecture muséale tunisienne spécifique à la qualité d'exposition et collection. Et ensuite aussi, même par rapport au musée de Média, là où il y a une reconversion de la façade historique et tout un traitement par rapport à l'architecture et aux collections qui sont à la fois archéologiques et patrimoniales, traditionnelles. Donc, pour le réaménagement et l'extension du musée archéologique et ethnographique s'inscrit dans le cadre de plan national de promotion du tourisme culturel, dont l'un de ses objectifs est de promouvoir les musées tunisiens dans la grande logique, celle d'attirer ou de promouvoir le tourisme culturel essentiellement en Tunisie. Donc, on a un musée, un lieu public de culture, de divertissement au service de la société. C'est un peu la logique générale dans laquelle elle est conduite, elles ont été conduits ces projets de mise à niveau. Donc, le projet de gestion, pour le comprendre un peu, de valorisation du patrimoine culturel initié par la Tunisie avec l'appui de la Banque internationale pour la bonne constitution et le développement. Le durée, c'était du 6/30/2007 jusqu'au 12/31/2011. Les objectifs du développement du projet tels qu'elles énoncés
dans le document d'évaluation du projet sont assister le gouvernement tunisien dans la gestion durable du patrimoine culturel de la Tunisie afin de développer le tourisme culturel et à terme générer des revenus supplémentaires. Le deuxième objectif, c'est le développement spécifié dans l'accord de prêt sans d'aider l'emprunteur, c'est-à-dire la Tunisie, dans ses efforts visant à assurer la gestion durable du patrimoine culturel du pays en vue de développer le tourisme culturel. Donc en fait, je reviens par rapport aux projets, c'était 6 projets, Carthage, Badou, Karoué, Sousse et Jeba et finalement Ouvna. Pour moi, c'était un choix de traiter ces deux cas de musées, à savoir le musée de Sousse et le musée de Jeba, parce qu'ils traitent de deux types de musées qui sont assez significatifs dans le patrimoine tunisien, le patrimoine archéologique et le patrimoine ethnographique. Donc, pour les travaux de construction du musée de Jeba ont été achevés en 2008, celui de Sousse achevé en 2011. C'était relatif à des circonstances par rapport aux fondations du projet et les circonstances de fouilles qui ont été découvertes au cours du projet. Donc, comment s'était géré le projet? Les projets suivis et contrôle des travaux relatifs au lot de muséographie assurés par l'unité de projet de gestion et de valorisation du patrimoine culturel sous tutelle de l'Agence de mise en valeur et de promotion du patrimoine culturel. Donc, c'était un peu spécifique parce que réellement, auparavant, c'était la direction de promotion, de développement du musée qui était censé faire le suivi de ce projet. Mais vu qu'il s'agit de deux projets qui sont d'une grande envergure, il s'agit de réellement procéder autrement et de créer une unité de projet qui va assurer. En fait, l'unité de projet, c'est une unité de projet qui va se focaliser essentiellement sur la conception muséographique et de là l'intérêt et quelque part la réussite de ces deux projets-là et leur innovation par rapport à la conception muséographique. Donc, les deux espaces d'exposition aux normes internationales ont été installés dans ces deux musées. Des pièces de musée ont été exposées selon les normes internationales dans des surfaces importantes. Celui de Sousse va atteindre les 1800 mètres carrés. Donc, pour comprendre un peu la différence ou ce retour d'expérience entre ces deux projets, on va tout d'abord commencer pour voir l'état initial du projet, essentiellement le projet, le musée de Sousse, qui est un musée archéologique. Hein? Non, c'est le musée de Sousse. Si, c'est le musée de Sousse avec des photos qui sont des photos de collection de sources sûres. Donc, en fait, car il s'agit, réellement, je réalise votre souci parce que réellement, les musées d'archéologie hérités de l'époque coloniale ont presque la même configuration et le même aspect. C'était des musées de dépôts lapidaires. Donc, le Bardo et le musée de Sousse ont une grande ressemblance, le fait qu'ils présentent une grande collection de mosaïques. Donc, du coup, le traitement de la mise en espace était le fait d'accumuler, de déposer les musées et des sites directement. Donc, la dernière photo, c'est la photo juste avant la fermeture, c'est-à-dire 2007. Donc, on voit la salle d'Adrien, car les deux premières photos qu'on voit à ce niveau, c'était même la configuration du musée archéologique de Sousse, il a subi plusieurs remaniements. Voilà. Donc, par rapport au nouveau projet, pourquoi on a parlé d'une accommodation du rapport trilogique entre espace, collection et public. De là réside réellement l'intervention du muséographe. Le fait de faire accéder le public à des collections dans un lieu assez particulier où il y a la délimitation quelque part pour avoir
s'approprier le lieu et à la fois les collections durant sa visite. Voilà. Donc pour le projet de Sousse, il est encore plus problématique le fait qu'il s'est approprié un lieu historique en lui-même. Donc il y a un double souci par rapport à la visite et à la création de deux parcours. Le premier, celui de la visite de la Kasbah, qui est réhabilitée ou restaurée dans sa configuration initiale, et à la fois une visite souterraine au niveau du musée pour voir les collections de l'ancien musée après avoir restauré les collections de mosaïques et les autres collections intéressantes du musée archéologique de Sousse. Donc en fait, lorsque le public est là, comment valoriser à ses yeux les objets présentés? C'est là que réside la question cruciale par rapport à la conception muséographique. En fait, le fait de cette mise à niveau, en fait, on parle d'une qualité spatiale assez innovante, c'est-à-dire plusieurs éléments sont présents pour concourir à la présentation des collections archéologiques. À la fois, on a tout ce qui est visuel, graphique, photographique, lumière, même la déambulation du visiteur au sein de l'espace, elle est calculée, elle est estimée à elle-même pour pouvoir donner une optimisation ou optimiser au maximum l'expérience de visite. Donc, on peut voir deux photos. La première, c'est une conception 3D, déjà qui a été faite avant même la concrétisation ou la réalisation du projet, pour pouvoir estimer quelque part comment on va donner ce tableau de mosaïque au visiteur lorsqu'il va accéder au musée. Donc, en fait, en fouillant un peu plus par rapport dans les archives de la Banque mondiale, on a trouvé pas mal d'informations relatives au déroulement de ces deux projets, le projet de Gerba et le projet de Sousse, surtout et appréhender la quantité des dossiers qui ont été traités du point de vue technique. Donc, de là, les termes de référence par rapport à ces deux projets, jusqu'à l'aboutissement, on peut compter plus d'une trentaine d'intervenants entre décideurs et corps de métier. Donc, en fait, on va voir, de là, on peut voir qu'il y a des astuces par rapport à une meilleure présentation des mosaïques, le va-et-vient entre l'objet présenté, le bien culturel et les différentes aides de visite. La manière peut-être, elle est un peu sympathique ou subtile, celle de la mosaïque de la Méduse avec l'effet miroir, qui nous renvoie un peu à l'histoire de la Méduse dans la mythologie ancienne. Aussi, même le fait de déployer le graphisme et les éléments d'information dans l'ensemble même de l'espace pour prendre en charge tout le visiteur lorsqu'il accède à l'espace, donc il accède à la fois exposé. Donc on passe maintenant au deuxième cas d'étude, celui du musée du patrimoine traditionnel de Gerba. Donc il a été créé en 1969 jusqu'à 2006, mais en fait peut-être que la collection elle est encore plus ancienne, elle remonte même à la période coloniale. Donc on peut voir que c'est l'espace de la ZEM, et c'est l'exemple type des différents musées ethnographiques qui meublent un peu le paysage muséal tunisien. Donc on peut voir, c'est un peu partout dans les musées, les anciens musées d'ethnographie en Tunisie. Donc l'innovation dans le choix muséographique, pourquoi on a parlé d'une innovation? Parce que réellement on s'est habitué, même dans les nouveaux musées qui ont été créés ultérieurement, tel que l'exemple du musée de Douce par exemple, on est toujours fidèle à la représentation d'une muséographie spectaculaire quelque part, celle de restituer par analogie des scènes de la vie quotidienne, etc. L'innovation dans le musée du patrimoine traditionnel de Gerba,
c'est le fait d'aborder l'exposition d'une manière assez singulière, le fait de mettre en œuvre plusieurs éléments d'exposition à la fois, et surtout l'expographie qui est assez présente dans l'exposition. Donc, en fait, la morphologie déjà de l'espace, l'architecture, elle s'inspire de l'architecture traditionnelle djerbienne, mais qui est en continuité avec l'espace traditionnel de la Zéoni, en création d'une certaine collision esthétique entre ces deux bâtiments, l'ancien et le moderne. Ensuite, on peut voir que le fait de voir le plan, on peut voir que le musée, comme l'exemple du musée de Sousse, c'est un espace public, le fait d'avoir un espace d'accueil pour accueillir les publics et aussi plusieurs départements autres pour assurer que le musée peut fonctionner et surtout assurer sa durabilité. Donc, ici on peut voir par rapport au plan la quantité, c'est-à-dire les différents sous-espaces. Chaque espace a chaque thème ou sous-thème a son propre traitement et sa propre scénographie. On peut voir les différentes élévations spatiales, etc. Donc je veux faire vite parce que réellement le musée il est assez visible, même sur l'internet, le fait qu'il soit doté de son propre site internet qui est déjà quelque chose de plus dans les musées tunisiens. Voilà. Donc, ce qui est exceptionnel par rapport à l'innovation dans le choix, c'est que l'élément authentique ou la collection, parce que la collection ethnographique, elle est un peu particulière par rapport à la collection archéologique. L'autre, elle est singulière, celle-là, elle est encore présente avec nous dans l'environnement, mais comment la mettre en valeur dans tout cet ensemble visuel, graphique de substituts. Donc, ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de travail derrière ça, et ça ressemble un peu à la manière de réfléchir le projet architectural. Presque on est dans la même procédure, c'est-à-dire il y a un concept, une idée, mais surtout c'est comment la développer tout au long du projet. Donc ici la recommandation qu'on souhaite, c'est que ça y est, on est là, on est face à des musées, on a deux exemples où on a pu voir cette expérience de mener à terme de projets même avec la contribution des compétences étrangères pour assurer la mise en œuvre du projet. Actuellement, au sein de l'université tunisienne, essentiellement dans le domaine du design et l'architecture, on a pas mal de compétences, des étudiants qui sont toujours en train de développer des projets, mais qui sont restés dans la phase théorique et réellement, moi en tant qu'enseignante, je peux affirmer que actuellement, avec l'effervescence et l'évolution du marché de l'agencement immobilier, du graphisme et du produit, on est capable de faire un projet aboutissant dans ce sens. Mais ce qui est important, c'est de mettre en place un guide pratique pour assurer l'évolution du projet. Pourquoi? Parce que réellement, dans le cadre de l'architecture, c'est toujours un projet où on peut se rattraper. Mais dans le cadre de la muséographie, quand il s'agit de traiter le patrimoine national, international ou qui est de l'ordre de l'humanité, on ne peut pas jouer avec ça. Donc réellement, soit on doit être bien cadré dans la démarche, ne pas faire un excès de zèle par rapport à la manière d'exposer ou la muséographie ou quelque part la scénographie, elle prend le dessous sur la collection. Donc on doit être assez vigilant par rapport à ça et que là on doit avoir une vision assez claire. Le fait d'avoir la conception muséographique, elle doit passer essentiellement par 3 étapes. L'élaboration d'un pré-programme muséographique, appelé aussi parfois programme muséographique général. L'élaboration d'un programme muséographique assailli, c'est-à-dire là on parle du muséographe. Ici peut-être qu'on peut définir un peu plus le profil du muséographe. Réellement on n'a pas de l'enseignement de la muséographie en Tunisie
au sein de l'université, c'est toujours des formations complémentaires ou des unités d'enseignement dans le domaine de l'architecture ou parfois dans le domaine du patrimoine. Donc on doit définir réellement c'est quoi la mission ou la vision d'un muséographe. Peut-être en Tunisie qu'on peut parler d'équipe de muséographes qui peut réunir plusieurs compétences à la fois, le scientifique, l'historien, l'archéologue, l'architecte, etc., comme il est le cas dans l'unité de projet qui a supervisionné les deux projets. Et puis, les objectifs, c'est de concevoir un projet d'exposition qui doit se faire sur plusieurs étapes, où chaque étape de documents sont élaborés par les uns et les autres, de validation des produits, des modifications peuvent être demandées et opérées. En fait, en discutant avec Néchip concernant le projet de GEP, parce qu'il était un acteur important dans l'évolution du projet, donc les retours d'expérience étaient que jusqu'à la fin, il y avait des changements et des modifications par rapport au projet. C'est l'essence même du projet de conception. Donc, voilà, le projet il se génère au fur et à mesure et jusqu'à l'ouverture ou l'inauguration du projet, on est dans le changement, l'ajustement et l'affinement du projet. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Dervish, pour cette belle présentation, pour cette communication très intéressante. Madame Dervish nous a parlé d'une muséographie dite traditionnelle, une autre muséographie qu'elle a qualifiée de nouvelle, aussi elle a parlé de muséographie spectaculaire. Elle nous a parlé de scénographie muséale, soit muséographique, etc. C'était à partir de l'expographie, oui, elle a cité le terme. Et donc, à partir de cas d'études, j'aimerais des sources. D'ailleurs, je ne sais pas si l'expographie ou cette muséographie nouvelle a évolué depuis 2011, je ne sais pas. De toute façon, il faut garder le cadre. Notre souci est un souci législatif, notre intérêt, ce sont les textes juridiques. Elle a parlé également de décideurs du corps du métier. Et donc, c'est ça la question qui se pose. Comment avez-vous trouvé votre terrain d'entente par la suite avec tous ces décideurs, avec les corps de métiers différents, avec les différents intervenants? Et est-ce que vraiment les textes juridiques vous ont servi à quelque chose? Ça, vous pouvez intervenir avec moi si ça vous intéresse plus tard.